Je pense qu'on aura reconnu le groupe Daft Punk et pas évident parce que Florent avait pas reconnu. Ah bon? Surtout pourtant la sonorité avec le. Tout en sachant que le chanteur n'est pas un des chanteurs de Daft Punk, qu'ils ont fait appel à je sais plus. Oui, mais c'est la sonorité. Oui, tout à fait. Sonorité de Daft Punk. Un album. Moi, je suis pas très Daft Punk à la base, mais c'est vrai que j'ai écouté leur dernier album qui est assez étonnant. Voilà. Et le rapport avec le cinéma. Il y en a pas. Là, non, il y en a pas. Tout en sachant que Daft Punk, s'ils ont fait une très bonne BO pour un film qui était très mauvais, Tron Héritage. Je trouve qu'ils ont fait un très bon travail, même au niveau par rapport à l'image. Ouais. Et puis voilà, non. Il y a que quand on les voit en fait en scène, parce qu'il y a un moment on les voit dans le film en train de jouer un morceau, le morceau est pas terrible, mais en fait c'est vrai que toute la bande d'accompagnement en fait de musique, comment dire, 1, 2, 3, pas d'illustration, mais de musique d'atmosphère en fait, elle est vraiment superbe en fait, elle est très appropriée. Et donc voilà, et puis c'est vrai que je me suis laissé avoir parce que Vroom, c'est pas après. Vroom, c'est après, mais on est un petit peu dans la même couleur. D'accord. On va passer tout de suite à un autre film. Ça fait un petit moment qu'on veut vous en parler parce qu'il est sorti quand même le 29 janvier. En même temps, il est sorti en salle en France le 29 janvier, mais il est sorti aux États-Unis en 2012. Ça fait un petit moment. Et c'est vrai que c'est un film d'un réalisateur qu'on n'attend pas forcément là, puisque si on vous dit Joss Whedon, vous allez plutôt penser maintenant. Avant, vous auriez pensé à Buffy, la tueuse d'un vampire. Et maintenant, vous penseriez un peu plus à des. C'est lui scénariste. Sur Alien 4, oui, c'est vrai. C'est lui qui a fait The Avengers. Se ronge. C'est lui le scénario, il se ronge les dents parce qu'il voulait le réaliser et c'est oui, les ongles, les doigts, tout. Mais non, mais à chaque fois. Non, mais c'est lui qui a fait The Avengers. Oui. Le scénario, le film, mise en scène. Oui. La mise en scène, c'est lui. Ah oui, le super-héros. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui, j'étais agréablement surpris. C'est lui. On va pas revenir, mais c'est vrai que la première fois qu'on voit Hulk, enfin, bien traité. Notamment. Bref. Et non, mais c'est lui aussi qui a réalisé et produit le petit film qui est plutôt sympathique parce qu'il joue La cabane dans les bois. La cabane dans les bois. Quand on avait parlé et qu'on avait beaucoup aimé. C'est surprenant. Celui-là, il a écrit. Donc c'est vrai qu'on l'attend plutôt dans du genre. En tout cas, on l'attend pas sur du Shakespeare. Et c'est vrai que là, il avait décidé donc en 2012. Alors je ne sais plus exactement si c'était avant ou après. Je sais qu'il sortait d'un gros film et qu'il avait besoin un petit peu de se détendre. C'est après Avengers, je pense. Il avait besoin de ça entre le 1 et le 2, quoi. Oui, ça doit correspondre au niveau. Mais je sais ça devait pas être Serenity parce que ça faisait un petit moment qu'il était sorti. Donc il sortait d'un gros film et il avait besoin. Après Serenity, c'était forcément Avengers, donc. Bon bref, on ne verra pas sur ce film-là pour lequel j'aime beaucoup, un petit film de SF qui est adapté de la série Firefly, mais bon bref, c'est pas le sujet de ce soir. Mais bon, là il a voulu faire un petit truc, il a tourné, je sais plus, je crois que c'est en l'espace de 4 semaines ou 3 semaines, je crois. Il a été tourné hyper rapidement avec une bande de copains, ça faut le dire. Quand on regarde le film, on voit que, on va dire, une galerie d'acteurs qu'on voit dans toutes ces séries. Toutes ces séries, oui, il y a de Buffy à Firefly, justement. Et dont l'agent aussi du Shield. Oui, Greg. Clark Gregg. Ouais, on va quand même parler du film puisque c'est l'adaptation de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Mais bon, est-ce qu'il y a besoin de rappeler juste très rapidement? Vas-y, toi, mais si tu le temps. Alors, on va peut-être parler de la version originale. Il y a tellement de petites histoires et tout ça que. Bon, de toute façon, c'est très simple. C'est un seigneur qui revient en fait d'une guerre, accompagné en fait de sa sorte de cour, et à l'occasion de ce retour en fait de cette guerre qui a dû les accaparer pendant quelques années, il s'arrête dans une sorte chez un de ses vassals, je pense. Et à cette occasion, il y a, on va dire, un de ses lieutenants qui tombe amoureux en fait de la fille de leur hôte, et donc il est décidé en fait de faire un mariage. Et à l'occasion de ce mariage, comme il y a un des autres, on va dire lieutenant de ce seigneur qui est une sorte de, on va dire, célibataire ou de vieux garçon invétéré, qui se prend de bec avec une vieille fille invétérée qui est la cousine de celle qui va se marier, si vous me suivez toujours. Et le seigneur décide de faire par jeu en fait, se rencontrer et s'aimer en fait ces deux personnages que tout oppose, en tout cas qui se détestent cordialement, en tout cas à chaque fois qu'ils se voient. Et donc de là vont s'entremêler cette histoire, cette comédie, puisqu'il s'agit quand même d'une comédie, de cette fabrication, de cette sorte de fabrication, de ce retrouvaille, je sais pas, de cette découverte de ces deux personnes qui se détestent et qui vont finir
par s'aimer, et de cette histoire d'amour ou du moins de mariage qui va être ternie par un méchant prince qui va essayer un petit peu, ce veule prince qui va essayer un petit peu de ternir l'image de la jeune mariée promise, en tout cas le lieutenant du Seigneur. Voilà, donc de toute façon c'est une histoire assez connue de Shakespeare, qui a déjà été adaptée, je sais pas combien de fois au cinéma. Alors déjà été adapté déjà par Kenneth Branagh auparavant. Je crois que c'est la dernière version. Il y a 2-3 avant. Il y avait 2-3 avant. Ouais. Il y avait d'autres versions. Oui. D'accord. Mais bon, celle qu'on retient, bien sûr, c'est celle de Branagh de 93. Voilà. Qui était très bonne d'ailleurs. Particularité de ce film de Joss Whedon, c'est que un peu à la manière de ce qu'avait fait Baz Luhrmann, voilà, c'est que sur Roméo plus Juliette, c'est dans une transposition contemporaine. Voilà, transposition contemporaine avec le langage. Par contre, avec le texte. Voilà, le texte écrit, mot pour mot de Shakespeare. Que dire sur ce film ? Que dire Tu veux que je commence ? Ouais, vas-y. Alors, justement, on en parlait. Joss Whedon, il est toujours, ce qui fait plaisir avec lui, c'est qu'il arrive toujours un petit peu à déjouer les trucs, à nous surprendre, à nous aller hors des clichés un petit peu, que ce soit avec Avengers, même si on pourrait trouver l'histoire un peu basique ou quoi que ce soit, mais il y a une forme de détente constamment. Enfin, il surprend toujours, que ce soit avec la cabane dans les bois où il déjoue tous les clichés, bref, qu'il fasse un gros film ou un petit film, voire une série ou quoi que ce soit, il est toujours là, il nous surprend. Il est sans cesse à nous surprendre constamment, et voilà. Et là, moi, j'attendais un truc qui me surprenne, qui je ressorte avec le sourire, parce qu'à chaque fois avec lui, on ressort en général avec le sourire. N'importe quel film, n'importe quelle série, on est là, même quoi qu'on en pense, que ce soit de Buffy, Angel, ou quoi qu'on en pense, ça reste efficace quand on y pense. Et là, malheureusement, moi, tout ce que j'ai vu, c'est alors effectivement, comme tu l'as dit au début, c'est des bandes, c'est ces comédiens qui kiffent lui, enfin qui les adore. Enfin, c'est sa petit groupe de comédiens. Il a tourné chez lui, il a tourné avec sa petite équipe. Et pour moi, à mes yeux, il a fait un film de potes avec ses potes. Et il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Et il a oublié le spectateur en route. Et voilà, malgré les acteurs qui jouent, voilà, mais en même temps, bon, la langue de Shakespeare, bon, voilà, c'est comme s'il faisait une répète. Enfin, bon, bref, il y a pas de mal. Bon, après, j'ai découvert quand même une actrice que j'aime beaucoup maintenant, Amy Acker. Voilà, je la connaissais pas. Tu la connaissais pas. Et non, et je la trouve vraiment charmante, et en plus de ça, elle est plutôt bien. Ah, mais oui, mais j'y peux rien. Je croyais que tu allais faire les louanges de ses qualités d'actrice. En fait, elle a des qualités d'actrice. Non, mais il y a tout qui marche. Non, il voit d'abord le charme de l'actrice avant le jeu, toujours. Mon cher Florent. Non, je vois les deux en même temps quand même. Et non, mais elle est, mais les autres aussi sont très bons, hein. Il y a pas, mais elle m'a particulièrement marqué. Et mais non, mais en même temps, c'est ce qui m'a, c'est ce qui me fait toutes les séries de Joss Whedon, elle est dedans à chaque fois, donc. Ouais, mais c'est bizarre parce qu'elle m'a pas marqué avant. Et qu'apporte la facture noir et blanc du film? Non, mais après, juste pour terminer, de toute façon, vous me connaissez, voilà, je changerai pas, voilà, hein, j'aime les actrices, j'y peux rien, voilà, j'adore les actrices à l'écran. Bon, bref, l'apport du noir et blanc. À l'écran, ouais. Oui, mais c'est des actrices, mais elles peuvent être aussi sur une pièce de théâtre. Bon, bref. L'apport du noir et blanc. Balayons ça. Il fallait que je le dise. Mais c'est toi qui as abordé le sujet, mon cher. Oui, voilà, mais je l'ai dit, mais voilà. Bon, bref, ça prend une ampleur fou. Alors que, à chaque fois, oui, on adore. Non, parce que je pense qu'elle aurait joué comme une quiche, il l'aurait trouvée charmante quand même. Tu sais, bon, voilà. Non, pas non, parce qu'elle joue bien. Non, pas forcément. Non, mais se permet d'en parler parce qu'elle jouait pas trop mal. Elle aurait mal joué, je pense qu'il l'aurait remarqué, mais il n'aurait pas parlé. Mais en plus, elle jouait bien, donc. Non, voilà, c'est que je joue bien aussi. Alors, le noir et blanc. En plus, c'est pas non plus Norman, j'ai envie de dire. Je veux venir au noir et blanc qu'a posé la question Jackie. Pour moi, le noir et blanc ne sert strictement à rien. Et en plus de ça, c'est que, alors je sais plus où je l'ai lu. Oh, il est un super beau noir et blanc. Alors là, il n'y a pas plus basique comme noir et blanc. Il est pas du tout travaillé, enfin, à mes yeux, hein. Mais, c'est pas du tout un beau noir et blanc, en fait. Il est pas utile. Franchement, il n'est pas utile, mais j'ai pas compris l'utilisation du noir et blanc pendant tout le film. Voilà, bon, ça donne une petite classe, quoi, mais vu qu'il est pas très très travaillé, voilà. Non, mais voilà, un film de potes qui aurait dû rester entre potes. Non, mais si c'est pour se faire plaisir et nous oublier en route, ça sert à rien. C'est peut-être pour donner une petite
petite touche d'émail, quelque chose qui est pas forcément brillant à la base, quoi. Qu'il ait eu besoin de faire ça, je peux comprendre, mais autant que ça reste chez lui, quoi. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Voilà, moi ça m'a pas surpris, j'étais déçu et voilà, écoute, il a tenté un truc, il s'est loupé, et puis voilà. Juste déjà pour répondre par rapport à Noir et Blanc, moi je vois pas entre guillemets d'intention ou finalement de résultat particulier. C'est juste que je me demandais ce que ça aurait pu donner en fait en étant en couleur. Et je pense que le choix du noir et blanc est judicieux puisque ça, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais en fait ça aplanit, ça écrase en fait, et ça lisse, ça lisse un peu, il n'y a pas de rugosité en fait sur l'image, comme il n'y a pas en fait, on va dire, quand on regarde en fait ce film, c'est quelque chose en fait qui est très lisse et qui coule en fait, il y a une fluidité, et je pense que la couleur aura amené en fait justement une sorte de rugosité qui, le noir et blanc permet sans prétention visuelle. Avant, je viens juste d'y penser maintenant, juste avant pour terminer moi sur ce que je pense de ce film, c'est que il a aussi oublié le cinéma entre temps. C'est-à-dire que, avec ce film, c'est-à-dire que il reprend un peu comme Baz Luhrmann effectivement les dialogues machin, mais il y a chez Baz Luhrmann dans Roméo puis Juliette, il y a du cinéma. C'est il en fait quelque chose de visuel, de cinématographique, de tout ça. Là. Ça fait un film de potes, voilà. Non, mais c'est juste pour faire vraiment la différence entre les deux, vu qu'ils sont basés sur la même proposition de base, mais j'ai pas voulu faire un mauvais jeu de mots de base avec Baz Luhrmann, mais Baz Luhrmann, lui, il a fait un film vraiment cinématographique, alors que là, non, voilà, c'est tout le fait film entre potes. Pour dire ce que j'en pense, moi, bon, en fait, c'est vrai que les premières minutes, c'est pas que j'ai été déconcerté, c'est vrai que j'ai très bien senti le peu de moyens, de toute façon aussi, entre guillemets, le peu d'ambition, mais en même temps, c'est pas péjoratif dans le sens où il avait pas d'ambition, en fait, à la base, si ce n'est faire ce film très rapidement, parce qu'il a été fait, encore une fois, je crois que c'est en 3 ou 4 week-ends, ça a été vraiment en fonction de la disponibilité, en fait, de ces acteurs. Donc, c'est vrai que dans un premier temps, le côté noir et blanc, le côté, en fait, des acteurs, de retrouver, en fait, sa troupe, parce qu'on peut parler d'une sorte de troupe, c'est ça. À la fois sa troupe et la bande de copains de gens, parce qu'on regarde, c'est vraiment tout le casting en fait de toutes les séries qu'il a pu faire. En parlant de troupe, ce qui est bien, c'est qu'on voit des acteurs justement qu'on ne voit pas à l'écran, qu'on voit beaucoup dans les séries et qui ont parfois des seconds rôles. Et c'est vrai qu'au moins ça les met en avant et montre qu'ils sont capables de faire autre chose que du truc. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 acteurs qu'on peut voir dans des séries qui sont souvent cantonnés dans des clichés. Amy Acker, elle a joué dans d'autres trucs, tu vois, elle m'a pas marqué avant, quoi. Mais moi je me suis je suis totalement d'accord avec le côté pas d'ambition, une bande de copains, même si à certains moments il y a une certaine volonté de faire quand même du cinéma avec quelques cadrages, la plupart du temps ça reste une sorte de théâtre filmé, donc avec des plans moyens, avec toujours pour mettre tous les personnages, tous les protagonistes en fait à l'image, bref, mais en fait au bout de quelques minutes j'ai arrêté, j'ai occulté en fait mon regard de critique de spectateur pour me laisser totalement embarquer par ce côté un petit peu d'amusement, parce que de toute façon c'est pas, si ça avait été entre guillemets un film, une bande de copains de troupe avec un réalisateur qui filme ça comme ça à la volée, avec un sujet un peu plus un peu plus dense, un peu plus profond, ça m'aurait peut-être posé un peu plus de problème. Là, c'est quand même, faut quand même rappeler que c'est beaucoup de bruit pour rien, c'est quand même une comédie, c'est quand même, on va dire, c'est pas au ras des pâquerettes, mais bon, c'est pas loin, c'est quand même assez light, c'est quand même des histoires d'amourettes, de marivaudage, de contes, de personnes, de seigneurs qui s'amusent en fait on va dire, sentiments amoureux des autres, de trahison, de frères, pour salir on va dire, l'image en fait de la future mariée, mais bon, c'est vraiment dans du cliché. Bon, maintenant c'est devenu du cliché, même si peut-être à l'époque, ça avait dans la narration, ça avait quelque chose. Donc voilà, comme le niveau de l'histoire reste vraiment très light, je me suis totalement laissé embarquer par en fait on va dire une sorte de sincérité en fait des acteurs, dans le sens où ils ont voulu s'amuser, ils n'ont pas plus de prétention si ce n'est en fait de jouer leur rôle et d'amuser en fait les spectateurs entre guillemets qui les regardent. Et en fait en cela, moi j'ai vraiment apprécié. Encore une fois, il y a
pas plus de prétention que ça. Bien sûr, si ça avait été montré et diffusé avec tambours et trompettes en disant oui, révolution de Joss Whedon, j'aurais totalement tiqué. Mais je ne connais pas exactement en fait l'histoire. Je sais qu'il a vraiment voulu faire ça pour lui, qu'il y ait l'occasion de sortir ça en salle. Mais encore une fois, c'est plus, on va dire, comme tu dis, en fait, quelque chose qu'il a voulu en fait faire pour se détendre entre deux gros blockbusters, une sorte d'exercice de style, un truc un peu amusant qu'il a voulu faire avec ses copains. Sauf que, certes, ça vole pas très haut, mais ça reste quand même suffisamment regardable et plaisant à regarder pour que j'ai pu passer en fait un bon moment. Alors certes, encore une fois, on parlait de Baz Luhrmann avec une adaptation de Roméo et Juliette dans un univers contemporain et là, ce film avait vraiment des qualités visuelles, de la narration, d'interprétation des acteurs. Là, même si on compare par rapport à l'intégration, enfin dans un univers contemporain, là, il y a aucune comparaison. Encore une fois, c'est juste, on va dire, des gens qui ont voulu s'amuser et qui partagent ça. Donc c'est vrai que je pense que quelque part le spectateur qui va voir ça adhère en fait à ce parti pris qui est de gens qui s'amusent et qui ont voulu juste proposer quelque chose de sympathique sans plus. Voilà, c'est comme je sais pas moi, je me souviens il y a quelques années les Stones s'étaient produits dans l'équivalent du MJC aux États-Unis, voilà, dans une salle où il y avait 20-30 personnes qui étaient venues les voir avec avec une sonorisation de merde, avec des amplis de la salle, voilà, qui était exécrable, mais voilà, c'était juste pour le plaisir de faire quelque chose dans un cadre avec pas trop d'exigences, juste pour le plaisir, voilà, de se retrouver un peu plus. Voilà, moi je ressens ça un peu comme ça, et encore une fois, même si le dispositif peut au début en fait un peu déconcerté, on rentre totalement dans le jeu. Moi j'ai pris plaisir en fait à regarder. Donc c'est vrai que c'est pas un film que je conseillerais forcément, puisque je pense que quelque part il faut être objectif. J'y ai pris plaisir parce que je suis depuis un petit moment Joss Whedon en tant que réalisateur et scénariste de cinéma et de séries, que ça m'a amusé aussi de voir l'interprétation de tous ces acteurs, d'une dizaine de personnes qu'on peut voir à l'écran, que j'ai pu voir déjà en fait dans ces séries, dans ces films. Donc je pense que ça, il y a un petit peu côté aussi, je pense, alors c'est pas le côté geek, mais le côté un petit peu comment dire, pas private joke, mais le côté un petit peu oui, je vois en fait des acteurs que je connais déjà, donc sorte de rentrer, on pourrait dire, de sorte pas de rentrer intimité, mais voilà, je rentre dans le jeu, voilà, dans la connivence, puisque je les connais, et puis voilà, même si on voit d'autres acteurs un petit peu qui sont un peu plus connus au travers de séries, bon, qui font, là je pense à l'acteur de Castle, donc, qui est pour moi la plus mauvaise en fait de tous les guests qui sont présents. Mais encore une fois, ouais, je pense que j'ai adhéré en fait parce que encore une fois, j'ai intégré en fait l'univers, et que quelque part j'ai intégré aussi le jeu dans lequel il y a une sorte de petite connivence en fait qui s'est instaurée en fait dans ce film. Donc film sympathique que là par contre que je pourrais réserver, même si j'ai eu des échos en fait très positifs, ou du moins plutôt positifs, de gens qui ne connaissaient absolument pas Joss Whedon, qui connaissaient absolument pas du tout ses séries ni ses acteurs, et qui ont trouvé ça plutôt plaisant en fait dans une adaptation encore une fois contemporaine et moderne en fait de beaucoup plus rien par rapport au côté peut-être en comparaison, parce que ces personnes avaient vu la version de Branagh d'un côté un peu. La personne commence par un M. Non, pas du tout. Ah, d'accord. Alors, pour une fois, non. non, il s'agit en fait d'une autre amie qui m'en a parlé, qui avait déjà elle vu en fait la version en fait de Bob Branagh, et qui avait trouvé la version un peu trop, on va dire, elle parlait du terme des hystériques, je crois. Donc voilà, donc qui est trouvé intéressant. Donc voilà, donc malheureusement plus forcément à l'affiche, mais bon, c'est un film qui sortira en DVD, et encore une fois, réservé peut-être aux aficionados, ou à ceux qui seraient curieux de voir Whedon dans une prestation. Voilà, mais bon, si vous voulez voir Whedon dans quelque chose un peu différent, oui, je pense que La cabane dans les bois, dont on parlait tout à l'heure, ils attaquent un peu un genre. Mais... Oui, mais il y a vraiment la patte quand même. Oui, il y a la patte Whedon. Et sinon, si vous voulez cauchemarder devant un film de Whedon, je vous conseille de revoir ou de découvrir le film Buffy contre les vampires, qui était réalisé en 92-93, qui a précédé en fait la série télé. En VF. Et en VF. Voilà. C'est insupportable. Et Donald Sutherland qui fait en fait un des rôles principaux en fait. Je crois qu'il y a Luc Perry, non ? Il y a Luc Perry et qui cabotine comme c'est pas possible. On le voit là, il est là vraiment là pour cachetonner. Donc là, voilà. Donc là, voilà.